Si on est pour la liberté de l'information, on doit accepter que l'information vous dérange aussi. Dérange ses propres opinions. C'est ça l'intérêt d'une information. C'est qu'une information, à un moment, elle me fait réfléchir parce que, tiens, elle n'était pas comme j'avais prévu. Je dis ça parce que Wikileaks, moi je l'ai défendu, y compris contre les pouvoirs dans mon pays, qui ont peur de cette révélation. Mais Wikileaks a été, j'étais au moment des révélations de Wikileaks, j'étais en Inde, Julian Assange était un héros en Inde. Le président Lula au Brésil faisait des déclarations en soutien de Julian Assange. Je suis passé à Dubaï et dans les pays du Golfe, il y avait des éditoriaux de défense d'Assange. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, par rapport à la puissance américaine, Julian Assange la mettait à nu. Mais pas à nu au sens scandaleux, au sens de dire voilà ce que fait la diplomatie américaine et voilà ce qu'elle dit sur ses alliés. Prenez les télégrammes tunisiens, une fois qu'ils ont été traduits en français et en arabe. Pour le peuple tunisien, c'est extraordinaire. Le peuple tunisien savait qu'il y avait de la corruption, un peu de l'imposture, du plan Ben Ali, Traversi. Mais tout d'un coup, dans la langue de la puissance dominante, de l'hyperpuissance d'aujourd'hui, celle qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, a évidemment fait des alliances sécuritaires, tout d'un coup, ils lisent, tiens, mais ils disent pire que nous du régime. Ils savent tout ça. Et ils le disent noir sur blanc. Et c'est comme dire, ah ben tiens, le roi est nu. Tout d'un coup, ça donne du courage au peuple. Il se dit, mais bon, ben, si même la puissance américaine, je pense que nous vivons une époque de transition très incertaine, comme toute époque de transition, où se cumulent plusieurs événements de très profonde durée. Une crise économique historique. C'est probablement la troisième crise du capitalisme qui a unifié le monde entier ces dernières années, ces dernières décennies. C'est la troisième crise historique de cette importance, depuis celle, on fait les comparaisons, 1857, et c'est là que Karl Marx avait étudié les crises, 1929, c'est là que Keynes avait posé la question de la régulation. Eh bien, on est dans un moment, on ne sait pas qui sera le Marx ou le Keynes de notre crise, mais on est à un moment pareil. À ce moment de troisième crise historique économique, et qui sont des crises de mutation, une crise, ce n'est pas une fatalité, c'est des crises de mutation, qui peuvent produire la fuite dans la guerre, ou au contraire le sursaut, voilà, on ne sait pas. Il y a une autre crise importante qui est cette révolution industrielle dont je parlais. C'est-à-dire que quand nous parlons de ces petites machines mobiles qui sont notre quotidien, nous ne prenons pas assez la mesure du fait que c'est la même ampleur que la révolution industrielle. La première avec la machine à vapeur, la deuxième avec l'électricité. La première, ça a donné le chemin de fer, la deuxième, l'automobile, et l'avion. Et puis, eh bien là, on a une autre mode de circulation de l'information. Et on a une révolution industrielle qui modifie profondément, comme toute révolution industrielle. Ça fait émerger de nouveaux pays, ça change le rapport à la consommation d'informations, les modes culturels, la circulation des hommes, les mouvements, les migrations, tout ça bouge. Et j'ajoute, c'était l'autre crise dont je parlais, la fin d'un cycle de 5 siècles où un univers culturel, l'Occident, qui est une invention, puisqu'il est fait d'Orient, l'Occident aussi, c'est-à-dire l'Europe et sa prolongation nord-américaine, donnait le là du monde, c'était eux qui donnaient le rythme du monde, pour le meilleur ou pour le pire. Nous vivons cette époque de transition. C'est un moment de basculement très important, dont naîtra peut-être quelque chose de très différent de comment on imaginait. Peut-être quand vous êtes en Inde, par exemple, l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Très dynamique, tout le monde parle de la Chine, mais on ne regarde pas assez l'Inde. L'Inde, elle ne voit pas le monde comme nous, avec l'idée qu'il faut un seul principe uniforme, qui dominerait tout, qui donnerait les règles. Elle est faite sur la diversité. Il y a autant de différences de langues entre une langue du sud de l'Inde et la langue qu'on parle à New Delhi qu'entre des langues européennes et une langue non européenne. Il est bâti sur la pluralité.